Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle table ronde du Club BG. Aujourd'hui, on va parler santé et plus précisément TCA, autrement dit troubles du comportement alimentaire. Le contrôle a une grosse place de toute façon dans l'anorexie mentale. Il suffit aussi qu'il y ait un trait de personnalité un peu perfectionniste. Du coup, ça ajoute une supplémentarité aussi au fait qu'on veut toujours le meilleur possible, le poids le plus parfait possible qui correspond à nos attentes, à notre idéal, sauf que c'est compliqué. Moi, j'aime bien dire que c'est un peu comme une relation toxique avec quelqu'un. Il y a de la manipulation, il y a tout ça. En fait, la maladie, c'est un peu ça, quoi. C'est une petite voix dans la tête qui manipule en fait tes faits et gestes et qui te culpabilise énormément sur les moindres gestes que tu fais, quoi. Je pense que l'anxiété, elle s'est mise dans la nourriture. En fait, à ce moment-là, je pense que je me sentais très mal et je me suis dit, je vais retirer le petit déjeuner, puis après le goûter. Je mangeais toujours le midi et le soir, mais c'était des assiettes qui étaient de plus en plus petites. Soit t'es vraiment à fond, du coup, tu commences à faire plein de trucs, tu cuisines grave pour les autres et tout. Tu te dis, je mange avec les autres parce que je leur ai fait plaisir, donc tu te nourris en fait du plaisir de l'autre en fait quand il mange, ou même via les contenus Instagram, des choses comme ça. Et il y a la partie où la personne ne veut pas se fouler pour manger et se confronter à l'alimentation juste pour cuisiner, c'est hyper compliqué. Et elle a plus de plaisir alimentaire, plus rien lui fait envie. Et ça, c'est très compliqué à gérer. Déjà, vous n'êtes pas seul, c'est important d'en parler, que ce soit tout un corps médical, psychiatre, diététicien. Il faut continuer de croire en soi. Et puis, même s'il y a des moments où c'est dur, il faut se dire qu'on n'est pas seul. Pour fêter les 1 an du podcast en septembre 2023, j'avais fait un épisode où je donnais la parole à mon audience pour qu'elle me partage leur histoire avec l'alimentation végétale. Et parmi les témoignages reçus, il y avait le tien, Lilou, dans lequel tu racontes très rapidement ton parcours avec les TCA et le véganisme. Et j'avais dit dans l'épisode que j'allais creuser les sujets du TCA dans la nouvelle saison du podcast, et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Donc avec moi autour de la table, il y a Lilou. Salut Lilou. Salut. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît ? Du coup, j'ai 20 ans, donc je m'appelle Lilou. Je fais des études en pâtisserie. Je fais mon CAP pâtisserie dans une pâtisserie qui n'est pas encore végétale, mais on essaye de se végétaliser petit à petit. Et à côté de ça, je crée un peu de contenu sur les réseaux sociaux. J'essaye de sensibiliser aussi sur les TCA, du coup, et en même temps, je fais des petites vidéos cuisine, pâtisserie. Un bon mélange, pâtisserie, cuisine. Voilà, exactement. Et donc nous sommes accompagnés de Julia. Donc tu es diététicienne spécialisée dans les TCA depuis environ 3 ans. Tu as également un podcast qui s'appelle Un zeste de TCA, dans lequel tu parles plus en profondeur de ce sujet. Comment ça va ? Ça va, merci. Merci de me recevoir aussi sur le podcast pour qu'on échange ensemble. Avec grand plaisir. J'avais besoin d'une spécialiste pour parler de ce sujet-là. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que sont les TCA ? Alors, les troubles du comportement alimentaire, c'est globalement des maladies psychiatriques. Donc, il y a plusieurs types de troubles du comportement alimentaire. Et bien sûr que c'est aussi des problématiques qui touchent quand même beaucoup de gens aujourd'hui en France, malgré tout. On a 3 gros TCA qu'on identifie, même s'il y en a plus que ça, puisqu'il y a différentes sortes. Et puis, chaque vécu de chaque personne est différente. On a l'anorexie mentale, donc c'est peut-être le sujet qu'on parlera le plus aujourd'hui, je pense, dans ce podcast-là, où justement, en fait, les personnes perdent beaucoup de poids et ont cette image corporelle qui est assez perceptible d'une façon un peu différente et qui justement sont dans la quête justement de perdre continuellement du poids en mettant en place des restrictions alimentaires avec ou sans compensation. Et souvent ça mène à des hospitalisations si c'est pas pris en charge et que le poids descend beaucoup trop bas. Il y a des dangers de mort aussi, c'est important de le dire. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment sensibiliser sur ces sujets-là qui sont pas anodins. Et c'est pas juste en reprenant du poids qu'on guérit justement de ces troubles-là, en tout cas de l'anorexie mentale. Et idem pour l'hyperphagie-boulimie, qui sont les 2 autres principaux troubles qu'on identifie aujourd'hui, qui sont plutôt en lien avec des moments de crise où on mange beaucoup en excès. C'est pas forcément un paquet de gâteaux, mais c'en est peut-être 10 ou 5. Et justement, on a du mal à gérer, beaucoup de culpabilité. Et notamment dans la boulimie où on compense justement ces moments un peu de crise et qui sont parfois arrivés plusieurs fois dans la journée ou plusieurs fois par semaine, ce qui impacte fortement aussi la vie sociale, la vie tout court au quotidien et aussi le danger de santé pour des raisons digestives, des raisons aussi au niveau du rythme cardiaque. Il y a aussi une problématique d'image corporelle associée à ça.
Et après, on en parlera d'un autre aussi qu'on n'a pas abordé et qui est très peu abordé, donc les ARFID aussi, qui touchent principalement les sens, qui ne sont pas associés du coup à l'image corporelle. Donc on va avoir la néophobie, donc la peur de goûter de nouveaux aliments. Et il y a une hypersensorialité qui fait que aussi beaucoup de sens sont impactés au niveau de l'alimentation. Et on va avoir aussi les métophobies, donc la peur de vomir, qui peut impacter aussi le quotidien alimentaire dans une peur justement d'avoir peur de vomir ou de tomber malade avec l'alimentation. Et ça, c'est un peu compliqué. Donc là, tu nous as fait un petit tour d'horizon. Donc on voit C'est quand même ça. qu'il y a beaucoup de formes possibles, beaucoup de stades, j'imagine aussi. Enfin, on n'est pas tous au même niveau, rendus au même endroit. Donc c'est vrai que c'est propre à chaque personne, j'imagine. Donc c'est assez difficile de faire des généralités pour ce genre de choses. Même si on va essayer quand même aujourd'hui de parler un petit peu en globalité. Et du coup, dans un premier temps, pour comprendre un petit peu, j'aimerais qu'on revienne sur ton histoire, Lilou. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup, alors je sais pas lequel est venu en premier. Est-ce que c'est le véganisme qui est arrivé avant les TCA ou... Bah ouais, en fait non, c'était plus... j'étais plus pesco-végétarienne au départ. Et j'avais arrêté la viande. Et je réfléchissais à devenir végétarienne, mais en fait, moi, je me suis jamais vraiment prise la tête là-dessus. Je faisais petit à petit à mon rythme. Et après, du coup, les TCA sont arrivés. Et en fait, après, je pense que j'en parlerai un peu après, mais il y a eu tout ce que est l'hospitalisation, où là, c'était plus difficile, du coup, de continuer sur d'être végétarienne, quoi. Et après, quand je suis sortie de l'hôpital, par contre, du coup, là, je suis revenue végétarienne, mais toujours suivie par une diététicienne, que j'ai gardé de l'hôpital, quoi, pour pas enlever des aliments. Et puis après, là, petit à petit, je me tourne vers le véganisme, mais vraiment, je fais à mon rythme parce que c'est encore un peu compliqué, quoi. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux revenir un petit peu du coup dans la période où les TCA se sont déclarés? Je sais pas trop comment ça se passe. Est-ce qu'on s'en rend compte? Est-ce que il y a des signes extérieurs? Je sais pas comment. Déjà, il faut comprendre que les troubles du comportement alimentaire, en général, c'est multifactoriel. Donc, il y a plusieurs facteurs qui participent à ça. Il y a des terrains parfois génétiques aussi, l'éducation. Il va y avoir aussi des événements de vie, des traumatismes. Et en fait, des fois, accumulés, c'est ça qui déclenche aussi le trouble alimentaire. Il y a aussi la puberté qui peut impacter ça, justement le fait, notamment chez les jeunes filles, où le corps change. Et du coup, on passe un peu d'un corps d'enfant à un corps d'adulte. Et du coup, ça peut être assez difficile à vivre. Ou alors, il y a aussi beaucoup les remarques qu'on peut avoir sur son corps, sur la différence, la grossophobie aussi. Et en fait, c'est plein de petites choses accumulées qui font qu'à la fin, on développe ça. Ok. Est-ce que tu te souviens, toi, un petit peu ce qui s'est passé pour toi? Oui. En fait, moi, à la base, je suis quelqu'un de très anxieuse. Du coup, j'avais déjà des problèmes en fait, de gestion d'anxiété à l'école. Donc, je faisais l'école à la maison. Enfin, MICNED, mi-lycée. Donc, le CNED, c'est une plateforme en ligne où on peut suivre les cours à la maison. Et en fait, à un moment, donc, je me suis retrouvée vraiment, vraiment enfermée parce qu'après avoir fait le MICNED, mi-lycée, je suis partie en études, mais totalement à distance. Donc, j'étais très enfermée, j'étais très sur moi-même. Et en fait, je pense que l'anxiété, elle s'est mise dans la nourriture parce qu'à un moment, j'avais une petite faille. Mes parents, en fait, voulaient partir faire un régime. C'était un jeûne où, en fait, ils devaient réduire petit à petit les aliments. Enfin, de toute façon, je ne vais pas trop expliquer parce que moi, je n'ai pas du tout aimé ce concept. Mais en fait, à ce moment-là, je pense que je me sentais très mal et très anxieuse. Et mon anxiété pour me faire du mal, elle s'est mise là-dedans, quoi. Et après, j'ai commencé petit à petit à enlever le petit déjeuner parce que j'avais aussi des petits problèmes digestifs. Donc, je me suis dit, je vais retirer le petit déjeuner, puis après le goûter. Puis après, je mangeais toujours le midi et le soir, mais c'était des assiettes qui étaient de plus en plus petites. Il y avait des aliments que je retirais, d'autres que je ne retirais pas parce que c'était des aliments qui me rassuraient. Et puis après, ça devenait un contrôle beaucoup plus centré sur tout ce qui est calories. Je comptais beaucoup. Okay. Ouais. Par exemple, à un moment, j'étais partie chez mes grands-parents, il y avait une boîte de falafel. Au gramme près, je comptais, je faisais des calculs, je ne sais même pas si c'était bon, quoi. Mais je comptais le nombre de calories. Et puis après, je faisais beaucoup de sport aussi pour compenser. Ok. Ouais. C'est que du coup, tu avais donc l'angoisse, enfin... L'alimentation est venue un peu... ça a introduit un petit peu dans tes crises d'angoisse que tu faisais dans ce... Ouais, exactement. En fait,
le fait de voir des aliments qui étaient pas, on va dire, sains pour moi, même si je rappelle que tous les aliments, ils sont bons à être mangés, quoi. Mais sur le coup, quand j'étais malade, je voyais pas ça, quoi. Ouais, tu te disais, il faut pas que je les mange parce que du coup, ça... Et après, ça me provoquait de l'anxiété. Je pouvais pleurer, je pouvais trembler face juste à l'aliment, le fait de le manger. Pour moi, je réfléchissais à tout ce qui allait se passer après, la culpabilité, le fait que mon poids allait réaugmenter, tout ça, quoi. Parce que tu avais quelque chose avec ton poids aussi à ce moment-là ou pas? Est-ce que c'était... Enfin, j'imagine que c'est un ensemble, hein, évidemment, oui. mais... Oui, en fait... je pense qu'aussi j'avais ce besoin de me dire qu'il fallait que je maigrisse un petit peu parce que déjà je regardais beaucoup tout ce qui était aussi le mannequinat. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient « Ah, mais t'as la taille, tu devrais faire, etc. » Donc bon, forcément, on s'y intéresse, on a envie. Puis après, on voit le chiffre baisser sur la balance et puis on veut toujours plus. Et puis à la fin, on perd beaucoup. Donc l'engrenage un petit peu après, j'ai l'impression que c'est quand même un cercle vicieux de tu commences pour ça, tu dis ça va être bien et finalement après tu t'es un peu pris dans ce tourbillon-là, pardon. Et en fait, après, c'est un peu compliqué de s'en sortir. Ouais, en fait, après, il y a la petite voix de la maladie qui arrive. Tu as tous les côtés de « Ah non, là, c'est trop ». Ou dès que tu vas faire un écart, tu vas dire que t'aurais pas dû parce que tu vas reprendre 1 kilo alors que c'est complètement faux. T'auras toute la voix de la maladie qui va prendre. Mais même pour planifier les repas, hein, tu vas commencer à planifier tous les repas, toutes tes sorties, tout est contrôlé, quoi. Tout est contrôlé par rapport à la nourriture pour ne pas faire d'excès, entre guillemets? Ouais, en gros, oui, c'est ça. Okay. Mais comme la nourriture, ça fait vraiment partie de notre vie, il n'y a pas que ça qui est contrôlé aussi. Du coup, il y a aussi les sorties, ça devient vraiment même sociable. Oui, la nourriture est un facteur social, ça c'est évident. Ouais. Du coup, donc ça, c'est vraiment un cas typique d'anorexie mentale, c'est ça? Oui, après, il n'y a pas un seul cas précis, mais ça en fait partie. Après, le contrôle a une grosse place, de toute façon, dans l'anorexie mentale. Je pense que ça, c'est très bien montré. Ouais. Il suffit aussi qu'il y ait un trait de personnalité un peu perfectionniste. Du coup, ça ajoute une supplémentarité aussi au fait qu'on veut toujours le meilleur possible, le poids le plus parfait possible, qui correspond à nos attentes, à notre idéal, sauf que c'est compliqué. Il y a vraiment cette partie-là qui est hyper importante. Et puis, c'est un peu... Moi, j'aime bien dire que c'est un peu comme une relation toxique avec quelqu'un. Enfin, quand on est en couple avec quelqu'un, on est en relation toxique. Il y a de la manipulation, il y a tout ça. En fait, la maladie, c'est un peu ça, quoi. C'est une petite voix dans la tête qui manipule, en fait, tes faits et gestes et qui te culpabilise énormément sur les moindres gestes que tu fais, quoi. Et dont on n'arrive pas forcément à s'en défaire, j'imagine. Clairement. Ouais. Et du coup, comment ça s'est passé est-ce que tu as pris conscience un petit peu que c'était pas sain en fait d'avoir cette relation-là avec la nourriture? Ouais, j'ai pris conscience d'ailleurs grâce à un podcast, donc très drôle. Donc peut-être que ça va aider certains là. J'espère. Hein. Mais du coup, j'ai pris conscience. Mais après, tu peux prendre conscience. Moi, en fait, je prenais conscience peut-être, 5 minutes, 1 heure, et puis après, hop, ça repartait, quoi. Donc, c'était de la conscience, mais masquée toujours par la maladie qui revenait. Et puis même parce qu'à ce moment-là, dès que j'en ai pris conscience, j'en ai parlé avec ma famille, j'en ai parlé avec mes médecins. Mais mes médecins, par exemple, j'avais une diététicienne à l'époque, elle me disait pour m'en sortir, elle me disait des choses à faire. Et en fait, je lui disais oui, je vais les faire, mais je les faisais pas du tout parce que dans ma tête, c'était guérir. Et en fait, je pense qu'à l'époque, je le voulais pas forcément. Okay. C'est aussi ça. Parce que, c'est un engrenage de toute façon. La maladie, quand t'es dedans, t'as beau dire j'ai envie de m'en sortir, en fait, il y aura toujours la petite voix qui va arriver, quoi. Okay. En fait, il y a des étapes de guérison et il y a vraiment cette... la première chose, en fait, c'est vraiment le cercle vraiment de la relation toxique. Je vois pas comment... c'est un bon exemple. Exactement ce qui se passe. Okay. C'est qu'au début, on rentre c'est beau, il y a une phase de lune de miel, en fait, où on est là, on est content, ça nous apporte du bénéfique, en tout cas, à l'idée de « Oh, je perds du poids, je me sens mieux, je me sens bien ». Et puis, en fait, plus le temps avance, et puis au bout de 6 mois, en fait, ça s'arrête. Et là, les choses commencent à s'empirer. Il commence à avoir des petits soucis de santé. Ouais. Le corps, il commence à lâcher un peu plus. Il commence à être un peu dans une situation inconfortable. Et en fait, cette phase, il y a une phase de déni parce qu'on ne veut pas voir aussi qu'il y a des symptômes. Mais on sait qu'il y en a. Et après, plus tard, il y a cette idée, OK, j'ai conscience que j'ai des symptômes, que je veux me faire guérir. Mais je me sens à l'aise dans la zone où je suis actuellement et je n'ai pas envie de changer. Okay. Et il y a ensuite la suite où là, on actionne vraiment des choses pour vraiment avancer. Et ensuite, il y a la réémission. Et là, on est pendant peut-être 1 ou 2 ans en réémission.
Et on n'est pas à l'abri de refus ou de revenir avec la maladie faire un quoi. Et Ouais. du coup, tu disais qu'à ce moment-là, du coup, tu sautais pas mal de repas, enfin, du coup, le petit-déj quand même aussi. Et Ouais. donc, c'était quoi à peu près ton alimentation à ce moment-là? Bah, mon alimentation, à ce moment-là, bah, c'était vraiment à base. Déjà, je prenais juste un œuf, par exemple. C'était ça, le midi. Le repas, c'était ça? Ouais, c'était Ok. ça. Ou alors, c'était un avocado toast, mais avec la plus petite tranche de pain possible, et puis un petit peu d'avocat. Enfin, c'était ce genre de truc. Et après, en fait, c'est un peu compliqué à expliquer parce que, comme je l'ai dit, moi, j'ai pas vraiment enlevé des aliments, j'ai surtout réduit les quantités. Donc, parfois, je pouvais même manger comme ma famille, mais juste, bah, je disais, j'avais pas très faim, donc je prenais qu'un tout petit peu, quoi. C'était surtout ça. Mais voilà. En gros, toi, tu voulais juste continuer à avoir du plaisir alimentaire tout en réduisant finalement les quantités. Ouais. Si c'est un peu. Ouais, c'était ça. Après, j'avais quand même enlevé quelques aliments, genre type pizza, hamburger, pâtes. Mais bon, en vrai, je sais que c'est des aliments qui font pas mal peur, quoi. Et surtout tout ce qui était sucre. Donc, c'est très paradoxal avec ce que je fais, mais... Ouais. T'avais déjà l'idée de te lancer dans la pâtisserie avant? Ouais, ou parce pas? Ah qu'en oui, fait, ok. la pâtisserie, j'en faisais depuis que j'étais au collège, quoi. Bien avant les TCA, j'adorais ça. Genre vraiment, c'était ma passion, hein. Donc, du coup, à cette période-là, tu t'es éloigné de ce que t'aimais pour... Bah, en fait, je faisais tout, mais pour les autres. C'est-à-dire que moi, ok. psychologiquement, je regardais les autres se nourrir et ça me nourrissait Ok. psychologiquement. Genre, c'était vraiment très C'est toxique, courant. Ouais. En fait, il y a deux choses. Soit tu es vraiment à fond, du coup, tu commences à faire plein de trucs, tu cuisines grave pour les autres et tout. Et après, tu te dis, ah bah, je mange avec les autres parce que je leur ai fait plaisir. Donc, tu te nourris en fait du plaisir de l'autre en fait quand il mange. Ou même via les contenus Instagram, des choses comme ça, où tu vois des recettes, des white eat in a day, des choses un peu courantes que tout le monde idéalise un peu aujourd'hui sur les réseaux. Et il y a la partie où la personne ne veut pas se fouler pour manger et se confronter à l'alimentation juste pour cuisiner, c'est hyper compliqué. Et elle a plus de plaisir alimentaire, plus rien lui fait envie. Et ça, c'est très compliqué à gérer. Ouais. Parce que du coup, donc, ton corps, il n'a pas du tout ce qu'il a besoin Non. pour vivre, du coup, enfin, tu vois, pour bien Ah ouais. fonctionner. Non, bah du coup, il a plus rien et ça engendre, comme ce qu'avait dit Julia, plein de problèmes après de Plus santé, grave, ouais. Donc, bah moi, par exemple, j'ai perdu mes règles, mes cheveux, j'avais tout le temps froid. Sur une période de combien de temps à peu près, juste pour avoir C'est-à-dire, Enfin, quand est-ce que, enfin, du début un petit peu que tu as senti que tu rentrais un petit peu dans l'engrenage jusqu'à là, ces symptômes-là un peu physiques, bah, vraiment voyants. c'est pas en fait, je pense qu'on peut pas parler de question de temps parce que ça Ok. dépend des gens. Bien sûr, oui. Mais c'est aussi, ça dépend de ton corps. Mais moi, c'est juste parce que j'ai fait une grosse chute de poids. J'ai perdu 10 kilos. Donc, du coup, voilà. Mais je pense que ça dépend des gens. De toute façon, les symptômes, ils arrivent petit à petit. Et puis, il y en a, ils vont pas avoir les mêmes que moi. Ouais. Non, mais bien Donc, sûr, bien sûr. ouais. Oui, pour Oui, parler oui. de ton expérience à toi. Donc, oui, donc tu as eu ça, perte des règles, chute de Ouais, cheveux. chute de cheveux, perte des règles. J'avais tout le temps froid, mais vraiment, il faisait 30 degrés dehors. J'avais un pull. Parce que le corps, il avait du mal à se réchauffer. Après, mon cœur, il commençait à vraiment être trop lent. C'est aussi pour ça que j'ai été hospitalisée. Parce que, bah, du coup, en fait, plusieurs fois, je me réveillais dans la nuit. J'avais l'impression que j'allais plus respirer. Ensuite, j'avais ça. Et puis après, les sautes d'humeur. L'humeur, c'est catastrophique. De toute façon, tu es tout le temps fatigué. Donc, un coup, tu pleures. Un coup, tu es en colère. Un coup, tu peux être joyeux. Mais bon, la plupart du temps, tu es un peu en dépression quand même. Donc, bon, voilà. Oui. Et du coup, à quel moment tu t'es dit, OK, il faut que je me fasse aider? Enfin, est-ce que c'est venu un petit peu dans ta tête ou est-ce que c'était justement en dernier recours quand tu t'es fait hospitaliser? Bah, en fait, du coup, comme je l'ai dit, je voyais une diététicienne quand même qui m'aidait, qui essayait de m'aider, mais comme j'en faisais qu'à ma tête, et puis il n'y avait pas mes parents, donc j'étais là tranquille, je me disais ça va le faire. Donc en fait, je faisais le yo-yo un peu, je reprenais du poids, puis après je descendais, puis après je redescendais encore plus bas, puis ainsi de suite, quoi. Et puis à un moment, j'ai vraiment trop descendu et je suis allée voir le médecin parce que j'avais quand même des rendez-vous assez fréquents pour gérer, parce qu'au cas où s'il se passait un truc de grave. Et le médecin, là, il m'a dit, mais Lilou, c'est fini. Si tu te bouges pas les fesses dans une semaine, je t'envoie à l'hôpital. Et moi, je lui ai dit, mais... Bon, après ça, j'ai eu le courage de dire que j'allais pas m'en sortir toute seule. Et donc, on a accéléré le processus de l'hôpital. Mais
bon, de toute façon, j'y serais allée quand même, je pense. Mais voilà, quoi. Ouais, pour toi, heureusement qu'il y a eu du coup le médecin qui t'a dit ça, Ouais. qui t'a mis un petit peu peut-être face à la réalité en mode là Ouais. c'est maintenant ou sinon c'est hôpital. Ouais. Mais du coup, ouais, toi tu t'es dit ok, là j'arrivais pas toute seule. Enfin, tu sentais Ouais. de toute façon que t'allais même de toute façon pas pouvoir y arriver toute Ouais, seule. non. Enfin, on le sent quand on n'arrive pas. Ouais. De toute façon, quand ça fait des mois et des mois que tu essayes de lutter contre et que ça marche pas, bah, à un moment. Enfin, moi, je ressentais ce besoin d'être tout le temps encadrée par des médecins parce que sinon, je savais que j'allais justement en faire qu'à ma tête, quoi. Ça te rassurait peut-être de te dire que ok, il y a les médecins qui sont au courant Ouais. de. Il y a les médecins, ils passaient tous les jours me voir, donc au cas où si j'avais un problème, bah, je pouvais même les appeler ou l'infirmière ou voilà quoi. Et puis il y avait, en fait, ce que j'aimais bien aussi, c'est que même si t'es un peu tout seul avec toi et la maladie, j'étais pas non plus toute seule parce que je voyais d'autres personnes qui essayaient de s'en sortir comme moi. Bon, Ouais. faut faire toujours attention parce qu'il y en a qui veulent aussi t'emmener un peu vers le bas. Mais moi, j'essayais d'être avec des gens qu'on essayait de se guérir ensemble, voilà, ouais, s'élever. ok. Mais ouais, Ouais. forcément. Ok, on reviendra juste après sur du coup la partie un petit peu plus hospitalisation. Ouais. Et du coup, est-ce que toi, tu vois beaucoup de personnes qui sont dans cette situation-là en mode bon bah ok là ça devient, enfin il faut faire quelque chose. Ouais, ça arrivait plusieurs fois que moi, j'ai mis en place des démarches pour que la personne elle puisse être hospitalisée. Ok, Parce carrément. que, en fait, ou que si c'est des jeunes qui sont mineurs, on a plus de pouvoir, entre guillemets, sur les notions d'hospitalisation. Il faut être en lien avec les parents en permanence aussi quand on travaille. Parce que souvent, c'est pas l'adolescent qui fait les repas. Donc, du coup, c'est aussi avoir la main. Soit on propose l'hospitalisation, soit une démarche à la maison accompagnée, Ok. où là, les parents sont impliqués, ou en tout cas, ou si c'est des adultes, le conjoint, ou alors la personne qui vit avec elle, en fait, mettre en place quelque chose pour que la personne gère l'alimentation à sa place, globalement, et impose des repas, travailler sur la dynamique à table aussi. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place chez soi, mais malheureusement, il y a des cas où on est obligé de dire, en fait, là, on arrive à notre limite, et ça arrive des fois que les personnes se retrouvent en réanimation, Ouais. parce que, en fait, C'était le corps trop veut plus, trop en tard fait. en fait le temps de réparer un petit peu ce qui avait été fait, c'était trop tard, le corps était déjà un petit peu dans le. Après, ça dépend pas de moi. Oui, non mais bien sûr, non mais c'est je veux dire Ouais. oui, bien sûr. Ça dépend pas de moi quand c'est des personnes qui sont majeures parce que c'est pas de leur, enfin elles veulent pas. Ah oui, non mais Et tout à nous, fait. comme elles veulent pas, Ouais. et nous on peut rien faire de plus à part leur dire en fait on va envoyer des lettres au médecin, on va regarder ce qu'on peut faire, on va entamer des démarches, inscrivez-vous sur les listes d'attente dans les hôpitaux. C'est long des fois aussi à avoir une place, donc ça demande vraiment une complexité quoi. Parce que du coup beaucoup, pas forcément, mais t'as des personnes qui viennent et tu leur dis là il faudrait aller, moi je vais rien pouvoir faire, du coup il faudra que vous alliez vous faire hospitaliser. Ça arrive toi? Non, je les accompagne quand même. Tu les parce accompagnes que quand même, ok. c'est pas ok, justement parce que c'est pas éthique dans ma pratique, c'est-à-dire que je vais les garder en tant que patient, Oui. mais je vais tout faire pour qu'ils aillent dans l'hospitalisation. en gros. Ok. Puis après, c'est dur aussi que les gens acceptent de se faire hospitaliser. Quand même, moi, j'ai mis quand même du temps, même si j'ai accepté qu'on m'envoie là-bas, on va dire. Mais c'est quand même une grande décision, je trouve. Après, je sais pas, toi, face à tes patients, parce qu'il y en a... Enfin, moi, quand j'ai appris ça, j'ai pleuré, j'étais au bout de ma vie, parce que les hospitalisations, c'est pas 2 semaines, quoi. C'est quand même plus de 3 mois où tu mets ta vie en pause. Ouais, c'est clairement ça en fait, et généralement c'est compliqué aussi parce que des fois il y a des passifs déjà d'hospitalisation qui sont déjà difficiles, qui avec des fois de la maltraitance médicale aussi dans certains hôpitaux, ça dépend dans quelle région en France on habite, et ça malheureusement on le choisit pas. Ouais. Et du coup ce que je fais c'est que généralement j'essaie de les mettre déjà un pied dans l'hospitalisation, enfin pas à proprement dit, mais avec des professionnels déjà dans l'hôpital, avoir des rendez-vous avec eux, et que si ça dérape, au moins, il y a déjà un pas dans l'hôpital et on est safe. Ouais, ok. Et du coup, je me demande, parce que comme je l'ai déjà expliqué, je suis vraiment novice dans le sujet, Bien sûr. à quel moment est-ce que le mot TCA ou le mot, enfin, tu vois, qu'on arrive à cerner un petit peu qu'il y a ce problème-là, tu vois, et que c'est pas autre chose, une autre maladie ou ce genre de choses. Ça, il faut aller voir un psychiatre parce que c'est des maladies psychiatriques. Donc, du coup, c'est plus un psychiatre qui va diagnostiquer les troubles du comportement alimentaire. Nous, en tant que professionnels, diététiciens, psychologues ou, je ne sais pas, ostéo,
même médecin, il peut émettre aussi un diagnostic, Ouais. mais c'est vraiment un psychiatre qui va le faire, mais c'est un psychiatre. Ok. Nous, on peut juste mettre des hypothèses, en fait, sur il y a un potentiel trouble du comportement alimentaire et on va orienter vers un psychiatre. Du coup, toi, imaginons, moi, je viens te voir, je dis, voilà, j'ai quelques problèmes, tu vois, avec l'alimentation. Il n'y a rien qui a été officialisé. Et toi, tu arrives peut-être à cerner un petit peu que c'est peut-être ça. Donc, tu vas m'orienter vers un psychiatre pour Ouais. que ce soit acté. Enfin, On bien va sûr, travailler en après. collaboration, Oui, en bien fait. sûr, ouais. On va travailler en pluridisciplinaire. C'est le but aussi de l'hospitalisation en général, c'est d'avoir du pluridisciplinaire, d'avoir tous les professionnels à disposition. Et sinon, il faut le faire en externe. Et ça coûte déjà beaucoup d'argent. Ouais. C'est possible, hein, après. Ça coûte beaucoup d'argent, mais c'est aussi parce que c'est pas aussi bien remboursé par la sécurité sociale, alors que l'hospitalisation, l'est parfois Ouais. plus. Donc c'est plus avantageux. Et les professionnels, on les voit pas tous les jours. Mais dans l'idée, c'est qu'on travaille en pluridisciplinaire où il y a le psychologue, le diète, au minimum, le médecin et psychiatre. Donc, ouais, toi, au quotidien, t'es diététicienne, mais du coup, tu travailles quand même main dans la main avec Ouais. plein d'autres professionnels, avec des patients, qu'on appelle Ouais, ça. Oui, exactement. voilà. Donc, avec tes patients, ouais. Généralement, c'est psychologue avec qui je travaille, médecin traitant, psychiatre aussi. Et après, d'autres professionnels qui complètent, psychomotricien par exemple. Ok. Donc, c'est ou, vraiment un sophrologue ouais. ou des personnes un peu. Un travail d'équipe, alors. Ouais, exactement. Ok. Et du coup, donc, pour la partie un petit peu hospitalisation, donc, tu nous as dit que ça a duré environ plus de 3 mois à ce moment-là. Ouais, Donc, pour moi, oui, ça a Ouais, duré comment plus ça s'est passé du coup quand tu es rentré à l'hôpital? Quels sont les types d'examens qu'on te fait? Enfin voilà, est-ce que c'est vraiment pour être sous surveillance, on va dire? Enfin vraiment te donner tout ce qu'il te faut? Comment ça fonctionne? Forcément, tu as déjà tout ce qui est savoir si tu as. Tout ce qui est tentative de Ok. ça pour pas en faire. Donc, tous les objets coupants, on te les Oui. enlève. Pour savoir si ton niveau mental, il est assez bien, si t'es dans le rouge, si t'es dans le vert. Donc, pour enlever même les téléphones, les recharges, il y a tout ça, quoi. Et ensuite, après, tu as le médecin généraliste qui vient te faire un check. Tu as le psychiatre qui vient voir ton humeur, comment tu vas, raconter un peu ton histoire, mais ça dure 15 à 20 minutes. Ouais. Et après, pour tout ce qui est le côté plateau et diététique, donc au départ, quand tu arrives, ils viennent t'annoncer en gros que tu vas avoir un plateau normal. Et après, en fait, la diététicienne prend le relais et c'est là où elle va mettre en place, suivant ton régime alimentaire, si tu en as un, par exemple, pour ceux qui... Parce que j'ai connu des gens à la clinique qui étaient véganes. Ok. C'était un peu dur, mais j'en ai connu. Et après... donc voilà, donc différents régimes ou allergies, intolérances et tout. Et après, on fait petit à petit, crescendo. C'est vraiment chaque patient a sa fiche avec ses besoins et on voit au fur et à mesure, quoi. Ils vont pas tout faire d'un coup. Après, tu peux soit manger avec les patients, soit manger dans ta chambre. Moi, je mangeais dans ma chambre. J'avais des petites activités de sophrologie pour me détendre. J'avais des activités peinture, tout ça. Enfin, en fait, on va dire, c'est comme si tu étais à la maison, mais juste avec un corps médical qui est tout le temps là pour toi, quoi. Bien encadré, du coup, Voilà. pour du coup, est-ce que c'est maintenant la phase de renutrition ou pas? Est-ce que c'est à ce moment-là que... Ouais, c'est là où on va aller un peu plus vite aussi dans le process. Ok, pour Enfin, du les coup... diététiciennes, elles vont plus vite. Ouais, pour redonner du coup à ton corps tout ce qu'il a perdu pendant les précédentes années, peut-être? Exactement. En fait, en gros, le but, c'est de faire... si je parle avec des termes, on fait reprendre du poids à la personne. Ouais. Moi, je parle plutôt de reconstruction parce que c'est l'idée de reconstruire ton corps plus que vraiment reprendre du poids. Parce que si on dit au patient, en fait, tu reprends du poids, ça fait peur. Non. Il faut redonner ce qu'il a besoin, ton corps, Exactement. pour fonctionner, quoi. Mais... Du coup, le cerveau se dit, oh mince, genre, je vais reprendre du poids, donc ils vont gagner sur moi. Et, alors qu'en fait, l'objectif, c'est pas ça, c'est plus, je reconstruis de façon bienveillante mon corps dans un but de pouvoir juste vivre, en fait. Et c'est vraiment un aspect de vivre. Et c'est pas juste je reprends du poids. Oui. Ça, c'est vrai qu'on nous le mettait bien en face, le fait de... c'était surtout pour vivre, comme tu l'as bien dit. Il y a des psychiatres qui nous faisaient même des exercices où on devait écrire en fait notre vie avec la maladie dans 3 ans et puis après sans la maladie pour nous faire comprendre que on n'est pas qu'un corps, on n'est pas que de la nourriture et qu'on est bien plus que ça, quoi. Donc c'est pour ça que c'est super important. Ils nous font plein d'exercices autour de ça. Même sur comment tu te vois dans un miroir. Donc ça, c'est tout ce qui est la dysmorphophobie.
Donc on allait faire du shopping, par exemple. En fait, c'est un peu, on va dire, lucratif, mais après, pour nous, c'est quand même assez difficile de se confronter au miroir. Donc du coup, c'était bien d'aller voir les vêtements, mais d'un autre côté, le passage face au miroir, c'était plus compliqué. Donc en fait, ils essayaient quand même de nous faire des petites activités pour essayer de nous faire réaliser. Pareil pour les fausses croyances avec les diététiciennes, justement, elles nous mettaient en place plein d'activités comme ça, voilà quoi, pour aider. Ok, ouais, donc c'est vraiment d'être accompagné comme si c'était la vie normale, pour du coup que tu sois pas toute seule face à tout ce que tu pouvais être seule juste avant, quoi. Ouais, exactement. Après, toutes les structures sont pas comme ça, malheureusement. Et donc, tu as eu de la chance parce que... Petit, ok. Ils sont pas tous comme ça. Ouais, c'est vrai que j'ai eu de la chance. Tu étais où Moi, j'étais à la clinique Villa Montsouris. À Paris? Ouais, à Paris, dans le 13e. D'accord. Oui, donc, voilà. Après, je pense que l'expérience dépend de chaque personne parce que, en fait, quand tu rentres dans l'hospitalisation, il y a deux choses. Soit tu y vas parce que tu es pleinement conscient et tu as pleinement envie d'y aller et de te reconstruire. Et donc, l'hospitalisation, en principe, se passe mieux. Et soit, sinon, tu as l'idée où tu rentres un peu de force dans l'hospitalisation, tu es vraiment contre. Et donc, ton objectif, c'est juste de sortir de là au plus vite, même contre-indication, des fois. Et là, c'est plus compliqué parce qu'il y a vraiment un traumatisme. Il y a des gens qui ont vraiment un traumatisme. De l'hôpital, enfin voilà, en mode je veux vraiment pas. Ouais, parce que là, j'ai expliqué de mon point de vue, mais je sais que pour plein d'autres gens, ça s'est pas exactement passé comme moi. Après, moi, j'ai eu quand même des moments où ça a été plus compliqué. Comme je l'ai dit, le problème, c'est qu'on n'est pas aussi tout seul dans l'hôpital, donc on va tomber face à des gens qui sont très malades. Et il y en a beaucoup qui m'ont donné des techniques vraiment pas bien pour m'en sortir plus vite de l'hôpital. Et heureusement que j'avais des infirmières qui étaient vraiment bien là, mais sinon, on peut vite retomber aussi ou s'en sortir. Donc, ça dépend en fait, ça dépend vraiment. Au moment du coup de l'hôpital, quel était ton régime alimentaire ? Du coup, quand je suis rentrée... Alors, en fait, avant, moi, j'étais déjà végétarienne. Enfin, je commençais à l'être. Enfin, pour moi, à mon souvenir, normalement, j'y étais totalement. Voilà. Et en fait, quand je suis arrivée à l'hôpital, à ce moment-là, il faut savoir qu'au niveau végétal... Ils sont vraiment nuls. Désolée, hein, mais c'est vrai. C'est vrai. Hein. Oui, mais ça, je veux bien le croire. Et ça, j'en avais parlé d'ailleurs avec plusieurs diététiciennes. Et en fait, il y avait des produits qu'elles proposaient, ils n'étaient pas validés par l'hôpital. Ils ne voulaient pas, en fait, les mettre parce que je ne sais même pas pourquoi. En fait, je ne pourrais même pas t'expliquer. Même elle ne savait pas trop, mais c'est comme ça, on ne pouvait pas valider. Donc, je leur avais dit que moi, j'acceptais le poisson, en fait. Sauf que j'ai très vite changé parce que en fait j'en avais midi et soir, mais tout le temps. Oui, t'as dit que ok pour le poisson, du coup on m'attend même tout le temps. Tout le temps, on m'en a mis tout le temps et en fait psychologiquement j'arrivais pas parce que j'avais besoin qu'on diversifie les choses parce que à la fin je voulais plus du poisson, déjà que c'était pas mon régime de base. Et en fait la diététicienne elle comprenait pas pourquoi c'était comme ça, mais en fait il faisait au pif, il se disait bon elle je vois qu'elle peut pas manger de viande, je vais lui mettre du poisson parce que c'est plus rapide. Et donc après j'ai demandé si je pouvais avoir des boulettes végétales. Donc ça, donc c'est un peu des petites falafels en gros, mais ils ont que ça en fait. Donc ça veut dire que pareil, t'as ça midi, soir quoi. Ouais. T'alternes entre boulettes végétales et poissons du coup tous les jours à peu près. Ouais, après à la fin, moi j'alternais plutôt avec œufs et boulettes végétales plutôt que poissons. Mais voilà. Ouais, je pense que c'est un gros sujet ça de l'alimentation dans les hôpitaux, enfin dans les services publics. J'imagine que ça va être aussi très compliqué parce qu'il doit y avoir un tas de règles, de normes à respecter. Tu vois, tu disais qu'elle ne pouvait pas accepter dans l'hôpital des substituts. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, je sais pas comment trop ça se passe à ce niveau-là. Mais... Après, c'est un peu comme les restaurations collectives. Tu vois, quand tu vas à la cantine ou quand tu vas dans ton restaurant d'entreprise, tu as toujours des diètes ou tu as des personnes qui te font à manger, entre guillemets. Tu te sers, toi, en fait, en gros. Et nous, en tant que diététiciens, quand on est dans ces restaurations-là, on a quand même des normes de GMERCN, par exemple. On a aussi des rapports de portions par rapport à l'âge de l'enfant, si c'est en primaire, au maternelle, au lycée. Et il y a des trucs recommandés maintenant aussi. On est de plus en plus vers un modèle flexitarien, genre un repas végétarien par semaine. Je sais que dans la ville de Paris, c'est un peu plus contrôlé. Maintenant, ils essaient d'être à 2 par semaine. Ouais. Mais ouais, c'est assez particulier. Ouais, t'es pas libre de
mettre en place ce que tu voudrais mettre en place, quoi. Exactement. Ouais. Et puis aussi, j'avais autre chose à préciser, qu'au départ, en fait, nous, on n'a pas le menu quotidien. En fait, au départ, il faut en fonction, c'est pour ça que j'ai expliqué, comme on doit réapprendre à manger comme un bébé, en fait, ils vont remettre des aliments petit à petit, mais ça va pas être le vrai menu en fait qu'ils peuvent donner, par exemple, parce que nous on avait une maison de retraite à côté, on n'avait pas du tout le même menu, quoi. Et à la fin, moi j'ai eu le menu courant, mais au départ c'était pas le même menu, donc c'est pour ça qu'aussi il y avait les fameux repas végétariens 2 fois par semaine ou 3 fois ou même une, je sais plus, mais en fait moi je les avais pas parce qu'ils faisaient pour nous des plateaux spécialisés, quoi. Ouais, donc est-ce que c'était donc le truc un peu de renutrition, de ok, pour l'instant pas comme tout le monde parce que tu as des besoins spécifiques, j'imagine. Ouais, c'était des besoins aussi, c'était moi et mes peurs, quoi. Parce que par Ok. exemple, au départ, j'avais un peu peur de manger certains féculents, donc on me les mettait pas, et puis au fur et à Ok, mesure, ah on me oui. les a mis. Enfin, en fait, c'était ça, quoi. C'était ça. de réapprendre, avoir une bonne relation peut-être avec les Voilà, aliments. exactement. Comme un bébé qui apprend à manger, qui aime pas les brocolis, quoi. Ok. C'est ça, en fait, on augmente progressivement les apports dans l'assiette. Je sais que, je crois, en tout cas, à Villa Montsouris, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent d'abord une catégorie alimentaire, ensuite Ouais. ils rajoutent une deuxième plus tard et la troisième ensuite. Et je crois qu'en dernier, c'est les féculents, il me semble. Je crois que c'est légumes, protéines, féculents. Bah, en fait, maintenant, ça a changé. Je crois que ça dépend les patients. Moi, j'avais pas demandé comme ça, mais... Ouais, mais généralement, c'est un Ouais. peu ça, la conduite. Oui, et, oui. et ils augmentent les quantités au fur et à Au fur et à mesure mesure, pour ouais. avoir un Mm. apport énergétique qui convient à un âge adulte, en fait. Ouais. Ouais. Puis après, ils rajoutent Ou la plus, sauce, même. etc. Et voilà. Oui, plus. Ok. Au fur et à Et du coup, mesure. donc ça a duré du coup 3 mois, un petit peu cette période-là de. Cette période, ouais. Après, moi, le dernier mois, du coup, je commençais un peu à avoir les assiettes de tout le monde. Voilà. Et du coup, bah, là, je commençais à avoir des trucs un peu plus végétariens. Et c'était plus fun. Moi, Ouais. à la fin ça me faisait rire de voir le menu arriver, quoi. Mais tu m'avais dit à un moment donné qu'ils te donnaient des. Ah, des compléments alimentaires. Ouais, voilà, c'est ouais. des compléments alimentaires du coup. Bah, ça dépend de chacun, pareil, mais oui, j'avais des compléments alimentaires, donc c'est pour ça qu'aussi, je disais que c'était compliqué d'avoir... quand tu es dénutri, tu peux avoir soit une sonde ou alors des compléments alimentaires, mais bah, dans tous les compléments alimentaires, il y a du lait ou des produits laitiers, enfin voilà, mais je crois dans tous quasiment. Bah, il y a du, Ouais, du il y a du lactose. lactose, ouais, bien sûr. Mais après, je pense qu'ils en font sans lactose pour des gens qui sont intolérants, par exemple. Oui, Effectivement, oui, ouais. mais je crois qu'il y a quand même toujours un petit truc qui peut pas faire que ce soit vegan, enfin de ce qu'on avait. T'enlèves peut-être la partie qui est intolérante, mais du coup, c'est quand Ouais, même un peu du enfin, lait. Enfin, Ouais, ils enlèvent juste, en fait, le lactose, c'est un glucide, en fait, qui se trouve dans le lait de vache. Et du coup, bah, ils enlèvent juste le glucide, donc ça Ça revient reste du lait de vache, mais sans lactose, Ok. du coup. Ouais. Et du coup, voilà. Enfin, donc même ça, moi j'en avais tous les jours, quoi. Ça aide à reprendre du poids aussi. Et du coup, t'as dit que t'étais avec des personnes véganes aussi à ce moment-là. Ouais. Comment est-ce qu'elles vivaient ça? Enfin, je sais pas, est-ce que t'as parlé avec elles un petit peu ou... Bah oui. D'ailleurs, c'était assez drôle parce que c'est grâce à elle que j'ai connu les Monkeys. Ah, ok. Donc voilà. Donc quand en fait elles partaient faire leur défi, elles allaient chez les Monkeys. Donc moi je me suis dit je vais y aller alors aussi trop pour bien. faire mon défi. Donc ça a aidé aussi de savoir que parce que comme on avait des petits défis à l'extérieur pour prendre des goûters, etc. Bah là on était un peu libre d'aller où on voulait. Donc elle me disait qu'en gros elles avaient une liste de boulangeries véganes et qu'elles allaient faire leur défi là-bas. Après je sais qu'elle me disait que c'était compliqué. Après, je préfère pas trop parler par rapport à elle parce que bah elle a eu une étape de renutrition qui était beaucoup plus compliquée que la mienne et bah il me semble qu'elle aussi a dû remettre des aliments végétariens mais voilà. Ok, ouais, donc c'est ça un petit peu du coup le message, c'est que bah, ok, quand du coup on est dans une situation telle que tu l'as été, c'est pas forcément évident de rester dans le régime qu'on souhaite, que ce soit par nos valeurs, etc., parce que bah, en fait notre corps il a vraiment besoin de et comme on le dit, c'est peut-être pas forcément accessible, tu vois, d'avoir des produits vegan en hôpital. C'est pas possible, je pense même impossible en Ok. fait, parce que en fait le problème c'est que déjà on a un enjeu quand on fait un régime végétarien ou vegan sur des carences. Enfin, ça après je pense que tu l'as longuement abordé dans des podcasts, vitamine B12, fer, toutes ces choses là, sauf que bah, quand on est en dénutrition on est déjà en carence, donc du coup on ne peut pas renutrir si on a un risque de mal faire aussi les choses ou qu'il y a des restrictions déjà sur l'apport de certains aliments, surtout sur les féculents. Bah, aucun moyen en fait de pouvoir récupérer les protéines qui vont être aussi
essentiel en fait dans le socle de renutrition. Ouais. Après aussi, je sais pas si tu as pu faire face à des patients comme ça, mais il y en a aussi, je sais, qui restreignent aussi leur alimentation en passant par le végétal. Ouais. Et ils font l'inverse en fait de ce que j'ai fait, c'est-à-dire qu'ils vont dire ah, bah, je suis végétarien, vegan pour éviter plein d'aliments. Donc ça aussi, ça peut être pas très bien, enfin ça peut faire peur. Oui, quoi. c'est ce qu'on avait discuté, je crois, du coup, en préparant l'épisode, que du coup, c'est ça peut être une des mauvaises raisons, on va dire, de se tourner vers ce genre d'alimentation-là, c'est qu'on va, du coup, ça va être l'excuse un petit peu pour ne pas manger ces aliments-là, alors qu'en fait, c'est pas... Ouais, il y a la plein bonne de choses chose. comme ça, même en sortie de renutrition. Il y en a qui commencent à devenir végétariens ou véganes, et en fait, c'est pour cacher un peu les restrictions, pour dire en fait j'ai guéri, mais en fait, ils sont toujours maintenus en fait à la restriction et du coup aux troubles alimentaires malgré ça. J'ai beaucoup de patients qui sont végétariens, donc c'est vraiment quelque chose qui est courant. Et il y en a qui sont pas sortis complètement du trouble, donc. Ouais, donc c'est Mais c'est plus l'idée que des fois on maintient nos restrictions avec en fait le régime végétarien, mais pas dans la bonne vision de l'alimentation en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut bien arriver à déceler si est-ce qu'on le fait pour les bonnes raisons, quoi. Est-ce que c'est vraiment pour voilà, des raisons éthiques, pour nos valeurs et tout, ou c'est pour cacher peut-être quelque chose de plus enfoui. Et là, du coup, c'est là où ça devient peut-être un petit peu plus problématique, quoi. En fait, là, c'est clairement la limite avec les carences. Pour moi, c'est vraiment la limite c'est peut-être pas optimal dans ces conditions-là, quoi. Ouais, non, mais je suis d'accord. Hein. Puis, ça reste, on va dire, un sorte de contrôle sur ce que tu manges quand même. Donc, s'il est pris d'une manière toxique, on repartira dans le même cercle vicieux qu'on a commencé, quoi. Donc, après, moi, j'ai eu un peu de chance aussi d'être végétarienne déjà un peu avant de tomber dans tous les TCA, etc. et de m'intéresser à ça grâce à mon frère, parce que du coup, c'est grâce à lui. Mais en vrai, sinon, je pense que si on mettait vraiment la réalité en face, moi, j'aurais pu justement faire ça, mais du mauvais côté. Ok, ouais, t'aurais pu être dans ce cas-là, du coup, de vraiment... Bon, maintenant, ça va, parce que je prends du tofu tout le temps, je suis trop contente et tout, mais par exemple, les protéines, j'aurais pu les enlever, quoi. Un exemple. Et du coup, donc à la sortie de l'hôpital, est-ce que, du coup, comment ça s'est passé ? Est-ce que, du coup, tu te sentais mieux Oui, je me sentais mieux. Après, t'as beau sortir de l'hôpital, pour moi, t'es pas forcément sûr obligatoirement d'être guéri, quoi. L'hôpital, oui, ça aide à te renutrir, à reconstruire ton corps, etc. Mais moi, dans ma tête, il y avait toujours cette bataille quand même avec la petite voix dans ma tête. Il y avait toujours des aliments où c'était compliqué. Et puis surtout, moi, j'ai fait quelque chose qui est peut-être pas très bien, c'est-à-dire que je me suis direct remis dans la vie active. C'est-à-dire, j'ai direct retravaillé, mais du coup, j'ai fait des horaires de 8h, 19h. Quand je rentrais, j'étais fatiguée. Et donc, quand tu es fatigué, ton cerveau, il prend plus le contrôle, et ainsi de suite, quoi. Donc, on va dire que sur plein d'aliments, j'avais réussi à les réintroduire, et donc j'en mangeais à la maison. Mais je n'étais pas guérie sur tout. Et j'avais encore mon suivi diététique où j'allais faire des défis à l'extérieur, etc., quoi, pour bien tout remettre. Parce que c'est un processus qui est quand même long. Je crois qu'on met à peu près 2 ans à s'en sortir. Enfin, la moyenne. 3 à 5 ans. 3 à 5 ans. C'est plus, c'est énorme. J'ai dit des bêtises. Non, mais... Il y en a qui mettent 15 ans à s'en sortir. Ouais. Alors Est-ce qu'on s'en sort vraiment ? Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis « Ok, là, c'est bon, j'en suis sorti » ou est-ce que ça reste quand même toujours un petit peu en soi ? Alors, ça dépend des personnes, mais oui, tu peux guérir à 100%. Ok. Comme je disais tout à l'heure, il y avait la phase de réémission où là, pendant peut-être 1 ou 2 ans, tu vas être entre deux. On va dire que t'es guéri temporairement, mais t'es jamais à l'abri d'une rechute. Et idem, c'est pas parce que t'as fini ces 2 ans-là que peut-être un événement de vie, peut-être dans 20 ans, va pas te remettre dans le trouble. Finalement, ça, on n'en sait rien. Et il y en a qui vont jamais le redévelopper. Ouais. Et il y en a qui vont toujours rester dans la phase chronique et qui toute leur vie vont être dans une phase chronique, et ça, c'est un peu aussi gênant. Ouais, parce que du coup, tu as eu peut-être le terrain, du coup, peut-être, comme tu disais, des années après, il peut peut-être y avoir un élément qui va faire du coup un petit peu replonger dans ce problème-là. Par exemple, un deuil ou un décès, et du coup, tu retombes dans tes travers et ça revient, ou un traumatisme. C'est vraiment des événements de vie qui font que ça repart. Ouais. Est-ce que du coup, tu as déjà eu un rapport au sport qui était compliqué durant du coup l'anorexie mentale, et est-ce que ça a impacté ton régime végétarien ? Ça t'a influencé ou pas du tout ? Alors ouais, du coup, déjà, j'avais une pas très bonne relation avec le sport. Je marchais beaucoup. Déjà, j'avais un chien, donc... Enfin, je l'ai toujours d'ailleurs. Je l'adore. Et du coup, je sortais beaucoup, mais je faisais beaucoup de balades, beaucoup de pas. Enfin, moi, c'était surtout la marche et la muscu quand je rentrais chez moi.
Après, est-ce que ça a impacté mon régime? Bah non. Enfin, je sais pas. Enfin, ça changeait rien vu que j'aurais fait quand même du sport, quoi. Mais le sport, ouais, ça peut être aussi très toxique. Et du coup, là, dans ce cas-là, c'est l'hyperactivité, du coup. Et après, je parlais du sport parce que justement, il y a ce truc où je sais qu'il y a eu des reportages pas mal sur le sport, le végétarisme et tout ça. Et que les gens ont commencé à se mettre en place un régime végétarien pour la recherche de performances sportives. C'est ce que tu me disais, du coup, ouais. Notamment, du coup, on parlait du coup de Game Changer, donc là, voilà, le documentaire sur Netflix qui a mis un petit peu en avant qu'on pouvait être vegan et être sportif. Et du coup, donc, tu m'avais raconté quand on préparait l'épisode qu'il y avait des personnes qui, du coup, comme on disait juste avant, qui sont entrées dans le végétarisme, véganisme pour la recherche de performance. Alors que, comme on l'a dit, c'est pas forcément la meilleure des portes pour rentrer dans le véganisme. C'est pas le plus optimal déjà sur la partie peut-être de performance. Ça peut l'être, ça peut très bien matcher, mais c'est pas ça se vaut pas plus qu'un régime omnivore, quoi, clairement. Et c'était pas dans une vision éthique. Oui, bien sûr. Donc ça a pas de sens. C'est qu'en fait, c'est que tu vas pas le tenir. Enfin, voilà, ça va pas se tenir. Si la personne voit peut-être que ça fonctionne pas ou qu'elle fait pas bien les choses, et du coup, elle va dire ah non, en fait, c'est pas pour moi, donc elle va changer encore une fois. Donc là, ouais, ça peut être pas bien perçu, du coup. Surtout que le problème, c'est que si tu connais rien, oui, tu connais pas en fait les fondamentaux, je pense que tu peux pas faire ça bien. Et en plus, tu risques plus d'avoir des carences. Enfin, moi, c'est plus ce que j'ai vu. En fait, par des patients, et qu'en fait, ils ont essayé de mettre ça en place et ils ont eu des carences, ils étaient moins en forme et du coup, ça servait à rien. Ouais, parce que du coup, il faut faire les choses bien. Enfin, voilà, il faut que tu saches un petit peu comment fonctionne la nutrition, que, ok, t'as besoin de tes protéines, etc., de quota pour les muscles. Voilà, donc, il faut pas le faire n'importe comment. J'ai envie de dire, même après, pour une personne peut-être qui n'a pas, qui est un régime classique, on va dire, mais c'est peut-être plus facile parce que tu as déjà cette base-là de manger des protéines animales déjà de base. Et ça peut mener aussi à l'hypercontrôle parce que, comme on disait, le sport, en fait, c'est là où je fais le lien avec le trouble alimentaire, c'est que si on rentre dans un process de hypercontrôle sur l'alimentation, sur je veux manger le plus sainement possible avec des produits végétariens, etc., on peut vite aussi rentrer dans une boucle de troubles alimentaires, pas uniquement du coup dans l'anorexie mentale, mais plus dans l'orthorexie. On l'a pas abordé tout à l'heure. Mais c'est plus l'idée d'avoir la meilleure santé possible. C'est ça le nom, du coup, pour le fait de vouloir manger le plus sainement possible, c'est orthorexie ? Oui. Orthorexie, ok, d'accord. Donc ça, c'est peut-être aussi ça peut être aussi lié, du coup, avec l'alimentation végétale, de vouloir manger le plus sainement possible. Et du coup, là, ça peut amener à des troubles aussi derrière. Exactement. Vas-y. D'ailleurs, je trouve ça un peu dommage le fait qu'on ait une vision comme quoi le végétal est sain, alors qu'en soi, déjà, il n'y a pas d'aliment sain, je le répète, mais dans le sens où on peut très bien se faire plaisir, même en végétalisant les assiettes, quoi. C'est que du coup, à la base, l'alimentation végétale, c'est vu comme juste des légumes et des graines, en fait. Ce qui n'est pas le cas. Voilà, c'est pas le cas du tout, alors que c'est juste qu'en fait, tu vas juste enlever les protéines animales, alors que du coup, tu peux avoir autant de junk food que tu veux, même en version végétale. Donc voilà, c'est juste une... c'est une question de perception de comment tu vois ton régime et en l'occurrence que ce soit ça ou je recherche juste des performances. Dans le sport, il y a énormément de personnes qui ont des troubles anorexiques, orthorexiques et du coup là c'est plus l'idée de des fois tu as des fausses croyances qui sont pas toujours fondées et toi tu crois que c'est le meilleur truc possible pour ta santé et en fait c'est pas bon, alors que pas forcément. Voilà, ou alors c'est se persuader qu'en fait de cette manière-là c'est la meilleure façon de mieux performer ou de mieux faire les choses, alors que en fait c'est juste l'intention et la perception qui va pas avec. Et du coup toi actuellement quel est ton régime alimentaire? Comment ça s'est passé du coup à la suite de l'hospitalisation? Tu m'as dit que au début tu as expliqué que tu étais progressivement vers un régime vegan. Ouais, c'est ça, là j'essaye petit à petit, mais comme je l'ai dit, je suis pas très dure avec moi-même parce que parfois j'ai toujours, je suis pas totalement guérie des TCA. Franchement, en toute honnêteté, ce serait mentir si je dirais que j'étais guérie. C'est pour ça que je fais très attention. Si j'ai envie, par exemple, de manger du fromage, je vais manger le fromage. Je vais pas m'en empêcher, sachant que c'est vraiment, c'est un des aliments que, on le sait, c'est très addictif, le fromage. Mais du coup, voilà, c'est aussi pour dire ça que j'ai pas envie de... Oui, donc tu te diriges vers ça, mais
comme tu le dis, tu vas pas te Frustrer. créer de, Ouais. voilà, de frustration pour du coup aggraver, enfin voilà, Voilà, ou retomber exactement. un petit peu. Tu te fous un petit peu à la paix, j'ai envie de dire. Ouais, voilà, exactement. Et puis aussi, j'essaye de pas justement passer dans le travers de la toxicité de vouloir être végane pour retirer des aliments aussi. Ouais. C'est pour ça que j'essaye de faire ça tout en douceur. Et puis, ça me permet aussi de découvrir du coup d'autres substituts, de faire mes tests, mais tout en gardant un côté. De toute façon, pour le coup, la viande et le poisson, ça c'est mort, hein, c'est parti depuis longtemps. Mais pour le reste, pour le fromage, c'est vraiment en fait que le fromage et les œufs. Ouais. Mais c'est des trucs qui, pour l'instant, j'ai beaucoup de mal à les enlever. C'est pour ça que je veux pas me frustrer. Quoi. Déjà pour une personne, enfin on va dire sans trouble. Ouais. Enfin du coup moi j'ai été végétarien pendant 4 ans, donc tu vois voilà, Ouais. c'était surtout pour le fromage. Donc Ouais. j'imagine que voilà, si tu as un passé derrière qui Ouais, est pas simple, Ouais. ça peut être encore plus compliqué du coup de les Ouais, c'est dur. de Et faire puis, sans. et puis comme je l'ai dit, j'ai vraiment pas envie de le faire d'une manière toxique, donc c'est pour ça que j'essaye d'y aller doucement, quoi. Donc voilà, entretenir une bonne relation du coup avec la nourriture. Voilà, Ok. exactement. Ça fait combien de temps que tu es sorti de l'hôpital? Ça fait... C'était en novembre, ça fait 1 an et demi, là. Ok, à donc peu c'est quand même assez, enfin voilà, Ouais, assez c'est récent quand même, oui. Comme Oui. tu nous as dit tout à l'heure, 3 à 5 ans, enfin voilà, une petite Ouais, c'est pour une ça que moyenne, c'est pour ça peut que je dis que je suis pas totalement guérie aussi. C'est la phase de réémission. Voilà, la fameuse. Donc c'est très intelligent de le faire de cette manière-là, de le voir comme ça, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais c'est important. Mm. Et après, je voudrais juste rajouter quelque chose peut-être par Vas-y. rapport aux ARFID, parce que je pense qu'il y a un aspect aussi important, c'est tout ce qui est sensoriel. Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des troubles de l'oralité, donc, ou des problématiques de type troubles du spectre autistique, des choses comme ça, et qui ont du mal avec les sens, à goûter de nouveaux aliments, où la texture est un problème, tout ça. Et je sais que la viande est souvent un sujet, le poisson aussi. Du coup, c'est peut-être dans cet aspect-là aussi où ça peut être intéressant temporairement de passer par un régime végétarien ou vegan. Ça, c'est plutôt positif. Ok. Dans ce Il n'y en a pas cadre-là. beaucoup, allez, on le prend. Ouais, Oui, tu veux on dire prend. que du coup, Ouais. la peur d'avoir soit du goût, soit de la texture, un petit peu des aliments, et du coup, on va éviter d'en manger, c'est ça un petit peu. Enfin, Du coup, c'est plus être à l'écoute de ses sens et de ce qu'on est capable de pouvoir manger en Ok. fonction de son ressenti. Alors, tout le monde n'a pas le même ressenti, n'a pas la même sensibilité, mais il y en a beaucoup qui décident d'être végétariens aussi parce que le goût de la viande, Ouais. ils n'aiment pas le goût de la viande, ils n'aiment pas la texture de la viande ou la cuisiner, et c'est très, très OK. Voilà. Et puis, pareil, il y a aussi dans l'intermédiaire les métophobies, cette peur de vomir. Souvent, intoxication alimentaire, ça va être surtout sur les produits animaux, on peut retrouver sur les végétaux aussi, Ouais. bien sûr, mais beaucoup des produits animaux, et peut-être que temporairement, lors de la guérison, pour se réadapter aussi à remanger correctement, le régime végétarien ou vegan peut être une bonne alternative, un bon Ok. palier, je Donc, pense. des fois, ça arrive que tu conseilles peut-être de passer par un régime végétarien si jamais il y a ces problématiques-là. C'est au cas par cas. Ouais, oui, Il bien n'y a sûr. pas bien sûr. de... Je veux dire, ça t'est déjà arrivé. Oui, Ouais. enfin en tout cas en échangeant avec d'autres personnes, en ayant aussi ma propre expérience, Ouais. je sais que c'est quelque chose où on a envie des fois de se donner du temps aussi pour réintroduire si on a envie d'autres choses, quoi. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut faire du coup, chaque personne, pour améliorer, tu vois, sa relation avec la nourriture? Est-ce que tu as un conseil de manière plus générale du coup? Je pense que c'est pas voir la vie comme noir ou blanc, c'est-à-dire que c'est très nuancé en fait. C'est aussi apprendre à lâcher un peu le contrôle, pas le lâcher totalement, mais de le rediriger. Et c'est peut-être aussi d'être plus à l'écoute de son corps, aussi de son ressenti, parce que je prends mon cas, par exemple, j'aimerais bien être végétarienne, mais non, je peux pas parce que j'ai trop digestif, donc Ok. ça ne marche pas ensemble. On pourrait faire un autre épisode, je pense, Ouais. sur ce sujet-là, mais oui, du coup, donc t'as, ouais, au Ça- niveau, ça niveau, ne- voilà, digestif, c'est. Ça ne marche pas, il y a des choses que je digère pas, c'est pas un choix. Ok. Donc je pense que ça dépend vraiment aussi de ce qu'on peut, mais on peut essayer de s'en rapprocher en disant si je me sens motivée à le faire dans des bonnes conditions, avec des bonnes personnes, c'est bien. Si je sens que j'y arrive pas, je me fais accompagner, et du coup là c'est bien, Mhm. je pense. Ouais. Et tu dirais à quel moment est-ce que tu penses qu'il faut, enfin, si on y arrive à du coup à être voilà de mettre des mots un petit peu sur ce qu'on a, à quel moment est-ce que tu conseilles voilà de se dire là, il faudrait peut-être du coup se faire accompagner. Je pense que c'est dès qu'on a des symptômes un petit peu comme Lilou a expliqué au début du podcast, justement on commence à être vraiment dans l'obsession de son poids, du contrôle un peu de son alimentation, que ça prenne à peu près 80% de ta journée. Moi, je pense qu'on n'est pas dans le vrai et que là, il faut se faire accompagner ou en tout cas en parler à quelqu'un pour en discuter. C'est ce truc-là ça tourne en boucle dans la tête. Peut-être, je sais pas, peut-être qu'à l'époque c'était peut-être ça, peut-être que c'était
obsédée un petit peu par ça. Ouais, j'étais obsédée ok. matin, midi et Ouais, soir, je ok. pensais. Mais Donc avant là, de tu dis- dormir. Ouais. Là, c'est Ouais. pas bon, il faut Ouais. faire quelque chose. Mm. Quoi. Où il y a l'isolement social, où déjà on Ouais, commence aussi. à être anxieux Ouais, au niveau de moment d'aller au restaurant avec quelqu'un. Ouais. De dire, ok, genre j'ai peur d'y aller. Ou alors annuler aussi les imprévus, Ouais. enfin tout ça. Même regarder la carte du menu 3 fois par jour, 4 fois pour savoir ce que tu peux prendre, se dire oh je vais peut-être demander d'enlever une sauce à la personne qui fait la cuisine. Enfin, Ouais. tous les trucs comme ça, là on sent qu'il y a un problème. Ok. Bah, il y a un sujet. Ouais. Il faut creuser du coup pour après savoir vraiment ce qui se passe et tout. Mais du coup, voilà, après, c'est plus se faire accompagner, travailler sur la partie comportementale tant qu'il est temps. Je rappelle aussi que être anorexique, c'est pas forcément être en sous-poids. Ah oui, Juste ça, pour c'est aussi super petit important. rappel avant la fin du podcast, Ouais, bien parce sûr. que c'est hyper important de le savoir. Je pense aux personnes qui font des sleeves ou des bypass, perdent énormément de poids, mais ça veut pas dire que le trouble anorexique peut pas être là aussi. Ouais. C'est quand on est en Ok. dénutrition en fait. Vraiment, faut garder ça, c'est pas juste une perte de poids quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est pas juste une personne en sous-poids, en Ouais, dessous d'un voilà. IMC Oui. 18. Ça peut être aussi un IMC de 22, c'est juste en dessous de son poids de forme. Voilà. J'allais vous demander du coup un petit mot peut-être à chacune d'entre vous pour la fin de l'épisode. Est-ce que vous avez un message à transmettre? Je sais pas, voilà, quelque chose qu'il faudrait qu'on retienne. Je te laisse commencer. Du coup, déjà, vous n'êtes pas seul. C'est important d'en parler, que ce soit justement tout un corps médical, psychiatre, diététicien, diététicienne, enfin bref, tout un corps médical, que du coup, on n'est pas seulement qu'un corps. J'aime bien le répéter, mais c'est super important qu'on fait plein de belles choses autour et qu'il faut continuer de croire en soi. Et puis, même s'il y a des moments où c'est dur, et même ça l'est encore pour moi, il faut se dire qu'on n'est pas seul et que il y a plein de gens qui sont là aussi pour nous écouter. Donc, faut prendre un maximum ce qu'on a et retenir les bonnes choses, quoi. Enfin, faut essayer. Ok. Moi, du coup, ce petit message, je dirais que c'est si vous voyez que vous êtes en difficulté avec l'alimentation végétarienne ou simplement avec la relation à l'alimentation, peut-être se diriger du coup vers des professionnels, des diététiciens comme moi, ou qui vous accompagnent au mieux pour comprendre un peu le régime végétarien, comment on peut mettre en place des choses de façon saine et adaptée. Et si c'est vraiment comportemental, plutôt aller vers quelqu'un qui est spécialisé vers les troubles du comportement alimentaire. Et après, c'est surtout se dire en fait que vous n'êtes pas seul, même s'il y a un trouble du comportement alimentaire, et qu'il faut le faire pour les bonnes raisons aussi, le régime végétarien. Ouais. Voilà, tournez-vous vers Julia si vous voulez un rendez-vous diététique. Voilà. Merci Lilou et merci Julia pour Merci cet à épisode toi. un petit peu découverte. Et puis on se dit à très vite. À très Merci, vite. salut. Au revoir.